Les causeries urbaines dans le poste. Une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent, c'est aux éditions Les Arènes. Bonjour Benoît Haché. Bonjour. Alors vous enseignez, vous êtes professeur, enfin chacun mettra le statut qu'il faudra à l'école des hautes études, donc le HESS, célèbre école de la rive gauche parisienne qui maintenant se délocalise dans ce qu'on appelle le Grand Paris. Donc c'est quoi? C'est à Aubervilliers? À Aubervilliers, au campus Condorcet, oui. Voilà, et donc vous êtes un spécialiste. Alors je fais court pour pas... vous me corrigerez et vous donnerez les précisions nécessaires. Donc un spécialiste, on va dire, de la famille, des temporalités familiales, enfin voilà, dans ce qu'on appelle la sociologie familiale au sens large. Et là, vous vous attaquez à un sujet qui, moi, me paraissait évident en termes de traitement, et en vous lisant, il faut croire que non, c'est sur la fameuse garde alternée qui concerne, je crains, c'est déjà un jugement, énormément de gens. Donc, je n'ai pas de chiffres par rapport à ça, vous nous en donnerez. Mais en tout cas, c'est un sujet majeur, pas uniquement, pardonnez-moi, sociétal, mais en tant que fait social, puisque déjà en termes de masse, si on fait de la statistique un peu large, ça concerne énormément de gens. Et alors, c'est ça sera ma première question. Quand on lit votre livre, on s'aperçoit qu'on n'a pas tant de données que ça sur cette question de parents séparés pratiquant la garde alternée. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez nous donner une photographie de la situation générale, on va dire, du divorce en France, pour faire court? Alors, on va commencer par ça, mais avant, je voudrais faire une petite précision sur l'usage des termes de garde alternée, puisque la garde alternée, depuis 1987, ça n'a plus de sens juridique. Donc on parle maintenant de résidence alternée. En fait, on parlait de garde alternée au moment où il fallait choisir entre les deux parents qui avait la garde. Aujourd'hui, on choisit depuis que l'autorité parentale est partagée, les deux parents, dans l'extrême majorité des cas, ont l'autorité parentale. Donc il ne s'agit pas de fixer une garde, puisque les deux ont, si on veut, la garde, mais on fixe la résidence. Ça, c'est le premier point. Mais vous inquiétez pas, tout le monde parle de garde alternée tout le temps, partout. Alors que c'est tout à fait impropre juridiquement. Donc moi, je parlerai en tout cas de résidence alternée. Dont acte. Le premier... alors, une photographie du divorce en France. Cette année est une année particulière, l'année Covid, où les statistiques du mariage ont complètement plongé, tout simplement parce que les gens ne pouvaient pas se marier. Alors, passons à 2019. Regardons sur une tendance vaguement longue, on va dire, de ces 30 dernières années. On est bien d'accord. Le mariage baisse, on va commencer par ça. Pour une situation de sociologie de la famille très générale, en France, et je parle que de la France. Le mariage baisse, on doit être à 250 000 mariages par an, en enlevant le Covid, on est bien d'accord. Et puis, avant le Covid aussi, on est à 130 000 divorces par an. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a, en gros, c'est de là qu'on sort cette statistique qu'on trouve tout le temps, un mariage sur deux finit par un divorce. Alors c'est pas forcément les mêmes, on va pas financer, mais les proportions, c'est à peu près ça. Il faudrait rajouter à ça tous les couples non mariés et pacsés qui se séparent. Donc on a les mariages, certes, je disais 250 000, peut-être un peu moins maintenant, mais on a quasiment autant de Pacs que de mariages maintenant, ça se touche ou pas loin, et bientôt le Pacs va dépasser le mariage. Et il y a des dépaxages pour des mariages, mais il y a aussi des dépaxages, et puis des gens qui sont uniquement concubins et qui se séparent. Tout ça pour dire que la question de la séparation est quelque chose de très commun dans les histoires de couple. La question de la séparation est quelque chose de très commun. Et donc, quand les gens se séparent, ce que disent les médiateurs familiaux, souvent, c'est qu'il y a trois questions qui se posent quand les gens se séparent. La question du logement, qui le garde et qui vit où. La question de l'argent, que les gens soient héritiers ou pas héritiers d'ailleurs. Et puis la question des enfants. Et il faut traiter les trois. Et les trois sont évidemment mêlés quand les gens le vivent. Et moi, je m'intéresse principalement à la question des enfants. Et je vais faire surtout un point sur les enfants, bien sûr, ici, avant d'arriver sur donc, la résidence alternée. Là aussi, puisque vous m'avez lancé sur les questions de données ou de statistiques sur la question. Ce qu'on trouve assez souvent, pour essayer de voir que représente la résidence alternée, c'est les statistiques de la justice. Et les statistiques de la justice, les dernières disponibles sérieuses, donc ils disent, voilà, les juges ont décidé
d'établir la résidence chez la mère dans 70% des cas. Ça, c'est des données de 2012. Dans 17% des cas, résidence alternée. Dans 12% des cas, résidence chez le père. C'est des données de 2012 qui sont des données de justice. Je dis 2012 parce que depuis, alors ça doit être 17 ou 18, le divorce par consentement mutuel se fait devant un notaire. Ça veut dire, et c'est pas pour l'anecdote est importante, c'est-à-dire, c'est même pas une anecdote, c'est dire que depuis que le divorce par consentement mutuel se fait devant le notaire, il n'y a pas de consolidation statistique. Donc on n'a plus de stats depuis 2012 sur qui vit avec qui. Alors on a d'autres statistiques, puisque quand on parle de statistiques de la justice, évidemment, c'est ce que décide la justice. Tout le monde ne va pas en justice. Je disais, il y a tout un tas de gens qui se séparent, ils ne sont pas mariés, ou même ils n'ont pas besoin d'aller en justice, ils se débrouillent tout seuls. J'en ai rencontré beaucoup. Et puis, les décisions de justice ne sont pas forcément appliquées un mois après. Donc, c'est au moment de la décision, c'est en fait ce qu'il y a dans la tête des juges, ou ce que disent les juges, en fonction des demandes des uns et des autres. Ensuite, il y a une deuxième manière d'accéder aux statistiques sur qui vit avec qui, en fait, les enfants. Et ça, c'est les statistiques du recensement, les enquêtes auprès des déclarations fiscales, puisque la résidence alternée permet d'avoir des demi-parts. Enfin, là aussi, on va pas financer ou aller beaucoup plus loin, mais ça permet d'accéder à des données. Et en fait, là, les dernières données qui sont sorties, c'est janvier 21, quelque chose comme ça. Sur la résidence alternée, alors que je disais tout à l'heure qu'on était à 17% de décisions de justice, donc tout le monde se dit on est un peu à 1 sur 5 parmi les parents séparés qui font la résidence alternée. En fait, les données donc, de recensement, c'est-à-dire là de fait, qui vit avec qui, pas les décisions de justice, on est à 12%, donc beaucoup plus bas. J'étais même très surpris par ce chiffre-là, où on a l'impression, en lisant un peu les travaux sur les questions, mais en dehors des statistiques, que ça se développe, que ça augmente, etc. Bon, alors, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on ne peut pas forcément comparer les décisions de justice de 2012 avec les situations de fait de 2021, puisque ce n'est pas les mêmes statistiques, d'accord ? Tout ça pour dire, et je conclurai là-dessus sur la première question, que la résidence alternée, c'est très peu développé. On est à 12%. Peut-être si... Un petit point par rapport aux voisins, et c'est pas inintéressant de voir ce qui se passe. En Italie, par exemple, ça n'existe pas. Les dernières stats, c'est 2,8%. Enfin, les enfants vivent chez la mère, c'est une évidence. En Allemagne, c'est la même chose. En Suisse, c'est la même chose. En Belgique, on est à 30% de résidence alternée. Je dis 12 en France, 30%. En Suède, on est à 40%. Et en Espagne, il y a des lois différentes selon les communautés autonomes. Donc en Catalogne, on est à 40%, mais Castille et Léon, par exemple, on est plutôt à 4 ou 5%. Bon, il y a des effets de loi aussi du fait que, comme en Belgique, par exemple, on va considérer la résidence alternée par défaut, c'est-à-dire que le juge doit justifier de ne pas l'accorder si un des deux parents la demande, alors qu'en France... la résidence alternée est une option parmi d'autres, donc ça va jouer aussi. Mais je crois, et j'insiste là-dessus, alors pas beaucoup dans le bouquin, j'ai pas eu beaucoup de place là-dessus, mais par ailleurs, que la question n'est pas qu'une question de loi, c'est une question de pratique très profondément ancrée de partage des tâches entre les parents. Voilà, et on voit des différences entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord qu'on retrouve dans plein de domaines. Voilà, donc... Allez, on est à 12% à peu près d'alternance aujourd'hui. Ça veut dire donc que 88% des enfants de parents séparés résident principalement chez l'un de leurs deux parents. Voilà. Il faudrait peut-être dire aussi que résidence alternée, est-ce que c'est ceux qui vivent moitié-moitié, un peu plus, un jour de plus, un jour de moins? Tout ça est pas très clair. Et alors, quand on essaye de faire, je le dis, je m'y suis lancé, mais des comparaisons internationales, alors chacun a des chiffres différents. Certains, c'est la justice, d'autres, c'est les impôts. Les règles sont pas les mêmes. Bon, la différence nord-sud est sans doute très vraie, ce que je viens de dire, mais en France, c'est pas à un niveau très élevé. Voilà. Alors, on va justement arriver au cœur du livre, où justement, à partir de ce chiffre qui est assez bas dans l'usage de la résidence alternée, vous rentrez très rapidement, vous nous montrez les difficultés de constituer, on va dire, une population, on va dire cible, ou genre un panel, que diraient les sondeurs, pour essayer d'avoir des données a posteriori, justement, sur un certain nombre de pratiques à peu près fiables. Et donc, vous êtes très rapidement confronté à une forme de bricolage. Et vous rajoutez un problème, mais qui donne un côté, je dirais... très efficace à la narration, c'est que vous vous mettez en scène de votre propre livre, puisque vous êtes aussi, ce qui est mon cas, aussi, entre guillemets, acteur de votre sujet, et pris dans la logique de la résidence alternée. Alors, comment on bâtit une méthode d'enquête
moitié quantitative, moitié qualitative avec des entretiens et surtout, qu'est-ce qu'on va en sortir? Alors, comment tout d'un coup, vous avez décidé de bricoler votre outil de travail? Alors, merci pour cette question de méthode qu'on pose pas toujours sur ce genre de livre, mais je vais répondre un peu sur le travail que j'ai fait dans ma thèse, parce qu'en fait, c'est un livre issu de ma thèse que j'ai essayé de rendre lisible, et j'espère que c'est réussi et qu'il est lisible. Méthodologiquement, comment j'ai fait? J'ai commencé par interroger des parents qui partageaient le temps moitié-moitié. Donc je regardais pas ce qui faisait 75-25 comme on peut le trouver ailleurs et qui est parfois une définition prise de la résidence alternée. Et je pense que c'est... Donc c'était des parents pris au hasard ou des gens... Alors, comment ça fonctionnait? Des parents que j'ai pris par... alors on commence toujours un peu comme ça, enfin souvent dans ce cas-là, boule de neige, voilà. Et puis aller de plus en plus loin. Et puis après je suis allé du côté des médiateurs familiaux, je suis allé du côté de kiosques familles de villes de Saône-et-Loire par exemple, enfin essayer d'aller plus loin, aller du côté de Marseille, aller du côté du Mans, enfin par tout un tas de réseaux différents, évidemment pour ne pas rester avec les proches. C'est un grand problème d'ailleurs de la sociologie de la famille, souvent critiquée notamment par Rémi Lenoir dans Généalogie de la morale familiale, disant que les sociologues de la famille, en fait, ils parlent de leur vie et de la vie de leurs copains. Et c'est une remarque qui est souvent très intéressante. Donc il faut absolument essayer de s'en sortir. Et effectivement, on lit beaucoup de sociologie de la famille sans citer de nom, où on a l'impression que les gens ils parlent de leurs copains. Allez, du 11e arrondissement, puisqu'on y est, ou du 20e, on n'est pas loin. On est dans le 20e. On est dans le 20e. Bon, j'étais pas très loin, on est dans le 20e. Et donc oui, il faut s'efforcer méthodologiquement de se sortir de la proximité des gens qu'on interroge. Bon, je m'y suis efforcé. J'ai pas réussi totalement à avoir les catégories plus populaires que je voulais avoir. J'en ai eu quelques-uns, mais pas suffisamment à mon goût. Après, j'ai fait ce que j'ai pu, sachant que j'ai travaillé pendant 7 ans sur la question, et qu'il fallait que je trouve des gens qui partagent moitié-moitié le temps. Donc on trouve pas toujours. Et j'ai eu beaucoup d'erreurs d'ailleurs de casting à rencontrer les gens qui finalement n'étaient pas du tout dans cette situation-là. Donc j'ai commencé par les entretiens. Et puis après j'ai cherché une liste, comme on fait quand on fait des statistiques ou une enquête quantitative. J'ai cherché des statistiques sur... une liste qui pourrait me donner une quantité importante de personnes en résidence alternée pour pouvoir leur poser des questions et donc pour pouvoir monter un questionnaire. Alors, comme d'autres l'ont fait après, je dis tiens, bon, on va aller par la fiscalité. Mais alors, pour avoir des données, faut montrer patte blanche, enfin bon, trop compliqué, j'ai abandonné. Bon, je raconte pas l'histoire, j'ai cherché pas mal de solutions. Et je me suis rapproché de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, dans laquelle il y a une petite équipe de recherche. Et depuis 2007, en fait, les personnes qui sont en résidence alternée, qui ont des enfants en résidence alternée, peuvent partager les allocations familiales. Donc ils ont la liste, et à l'époque on était à une liste de 100 000 personnes qui partageaient les allocations familiales. Là aussi, après des pérégrinations plus ou moins longues, j'ai réussi à rentrer et à accéder à ces données en travaillant avec un collègue d'ailleurs de la CNAF, où on a envoyé un questionnaire, là aussi un échantillon aléatoire selon les procédures classiques, à 20 000 par an. On a obtenu 5 103 réponses pour être tout à fait exploitable, ce qui est énorme. Et là aussi, qui a été... souligné notamment lors de ma soutenance par des statisticiens bien plus compétents que moi, d'arriver à avoir autant de données. Un taux de retour, c'est 1% généralement. Oui, voilà. On a donc eu à peu près 20% de retour, si je dis pas de bêtises, ou 25, ce qui est important. C'était donc par Internet. D'ailleurs, on voyait que les gens remplissaient sur leur téléphone, parce qu'on avait accès à tout ça. C'était très étonnant, d'ailleurs. C'était la première fois qu'on voyait à quel point les gens remplissaient sur leur téléphone. On a posé une centaine de questions. Et donc là, oui, il y a du matériel. Alors, si je continue sur la méthode, il y a donc les enquêtes avec les parents que je prenais pendant 1h30 en discussion, en tête-à-tête. Plus les statistiques qui sont arrivées plus tard en fait, puisque j'ai mis du temps avant de les obtenir, plus mon expérience personnelle, qui fait tout à fait partie de la méthode et qui est effectivement un peu un fil directeur de la narration de ce livre. Ça n'apparaît pas du tout dans la thèse. Je fais un tout petit chapitre sur être dans son objet, être en immersion, enfin dans la résidence alternée, puisque j'y suis complètement. Mais dans ce livre-là, j'essaye aussi de faire absolument apparaître mon expérience, les questions que m'a posées mon expérience, et qui, bien évidemment, sont ensuite des questions que j'ai posées aux personnes que j'ai eues en face de moi, aussi bien
par questionnaire, donc de façon quantitative, statistique, qu'en face à face, pour savoir comment ils vivaient, avec enfants, sans enfants. Voilà un peu le point sur la méthode, donc il y a un peu trois branches sur lesquelles je m'appuie. Alors, quand on regarde le livre, alors c'est vrai, c'est pour la narration, parce que là, on a parlé de choses un peu, entre guillemets, costauds, mais c'est incroyablement accessible, c'est même assez drôle, des fois un peu perturbant, parce que quand on est dedans, on voit des choses. Il y a des a priori qui sont un peu démontés, mais je l'ai résumé en 3 points, ne m'en voulez pas, c'est juste pour la conversation. Je dirais qu'il y a un rapport, vous avez fait une sorte de rapport à l'espace, après il y a aussi un rapport au temps, et je dirais, et je vais vous paraphraser, et je trouvais ce chapitre plutôt joli et qu'on finira par l'idée de refaire famille, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on se demande si c'est pas déjà un jugement de valeur, parce que où est-ce qu'on met le critère de la famille, où est le curseur, c'est l'occasion aussi d'en parler. Alors, premier point qui concerne, d'ailleurs je vais me mouiller aussi, puisque je fais partie des 12% de la région concernée, le rapport à l'espace. Alors, le rapport à l'espace, quand on habite une ville comme Paris, donc je vais faire tout ce qu'il ne faut pas faire, je vais regarder par mon nombril et mon prisme, c'est très compliqué, et c'est pas uniquement le rapport à l'espace de logement, c'est aussi le rapport à l'espace s'il y en a un qui déménage en tant que tel. Alors, pouvez-vous nous donner une sorte de, pas une photographie, mais un certain nombre d'éléments pour dire, voilà, quand on fait la résidence alternée, première confrontation, la question de l'espace, et là, quand on voit les gens que vous interrogez, c'est un vrai bricolage. Oui, c'est un vrai bricolage. Mais après, globalement, et sur toutes les questions, mais je vais rester sur l'espace, tout le monde bricole. Il n'y a pas des recettes clés en main que les gens appliqueraient. Et que ce soit d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour les parents en couple avec des enfants, enfin, qui bricolent et les vacances et les emplois du temps, tout ce qu'on veut. C'est la même chose pour les gens en résidence alternée qui ne sont pas si particuliers que ça. Alors, je reviens bien sûr sur... Parce que l'espace, mécaniquement, se recompose. Oui, quel qu'il soit, à tous les niveaux, du logement jusqu'à la géographie. Oui, tout à fait. L'espace se recompose. Un des premiers réflexes qu'ont les parents quand ils se séparent, notamment à Paris, je reviendrai sur la géographie bien sûr, ce Paris est particulier, beaucoup se demandent s'ils vont pas garder la maison et laisser les enfants dans la maison. En se disant c'est mieux pour eux, avec toujours, on en reparlera peut-être, l'idée que la résidence alternée, ça perturbe terriblement les enfants. Enfin, je pense qu'on pourra y revenir, mais... Oui, on va revenir sur cette idée du point fixe. Voilà, de rester. Il faut avoir un point fixe, on va laisser les enfants, puis nous, on va bouger. Bon, alors très vite... alors, certains essayent, je laisser un peu de suspense pour dire la proportion, en tout cas que j'ai trouvée par le questionnaire. Mais il faut avoir 2 studios à côté, ou des fois partager un studio, ou avoir un copain, une copine qui nous loge. Bon, ça fait des organisations compliquées. Et puis, on a, là aussi, rapporté par des parents qui m'ont parlé, des discours psychologiques disant « mais c'est pas possible de laisser les enfants, ça peut pas être chez eux, et les parents vont chez les enfants ». Bon, c'est très souvent compliqué, et vite compliqué, en particulier quand... les parents commencent à avoir des nouveaux conjoints, ou pas des nouveaux conjoints, des copains ou des copines, ou des amants ou des maîtresses, et qu'ils essayent de les faire venir et qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, tout ça était très compliqué. Et ne parlons pas de qui remplit le frigo, qui lave le linge avant que l'autre revienne. Alors évidemment, les hommes lavent bien moins bien que les femmes qui reviennent dans un appart qu'il faut relaver. Donc, enfin, tout ça est pénible. Donc oui, l'espace... très vite, donc j'ai évidemment mesuré ça, où j'ai posé la question dans le questionnaire là, auprès des 5000 personnes, ce qui est encore une fois une quantité très importante de personnes, et on a 1% de gens qui font la résidence alternée. La résidence alternée nie en fait, c'est-à-dire l'alternance nie, où les enfants restent dans l'appart. Donc 99% des alternants ont 2 résidences, une résidence chez papa et une résidence chez maman, et les enfants bougent. Alors après, oui, comment faire pour choisir sa résidence ? Alors, il y a plusieurs questions. Qui garde l'appart ? Est-ce qu'on garde l'appart ? Alors, l'appart ou la maison, bien sûr. La question de savoir, alors là aussi se pose, je disais, des questions financières. Qui l'a acheté ? Qui a hérité pour l'avoir, pour ceux qui, évidemment, sont propriétaires ? Est-ce qu'on a les moyens tout seul de garder un appart à 2 ? J'ai une copine qui était en résidence alternée, ils avaient un duplex sur le canal de l'Ourcq. Alors ça se lâche pas, un duplex sur le canal de l'Ourcq, bien sûr. Et en fait, pour savoir qui le gardait, ils se sont dit à un moment, finalement ils n'ont pas fait comme ça, mais qu'ils allaient le tirer à pile ou face en fait. Mais en sachant que même si c'était des loyers intermédiaires, donc pas forcément très chers, mais quand même suffisamment chers, un seul, ça l'étranglait de pouvoir garder ça. Mais elle l'a quand même gardé finalement, cette amie, cet appartement-là.
en se serrant un peu la ceinture. Il y avait 3 enfants aussi. Alors la question, quand vous commencez à avoir 3 enfants et que vous alternez, comment vous faites Sur l'espace après, parlons de... Puisque je dis qu'un point de ma méthode, c'est aussi moi. Moi, quand je me suis séparé, j'habitais dans le 10e. J'avais un appart trop cher pour pouvoir le garder, aussi bien pour moi que pour la maman de mon fils ou pour mon ex-femme. Donc on s'est dit, on va aller... certes, on aurait bien voulu aller au Luxembourg, mais bon, on n'avait pas les moyens d'aller au Luxembourg. Donc on est remonté vers les portes de Paris et on s'est dit, le premier qui trouve fixe la position de l'autre. Bon, alors ça c'est une problématique très parisienne, hein. Je vais essayer d'élargir après. Et donc elle a trouvé près d'une porte parisienne, enfin, je ne vais pas dire les secrets de famille, et puis je me suis collé le plus près possible en cherchant autour. Mais si j'avais trouvé en premier, autour d'une autre porte, c'est elle qui aurait trouvé. Donc on s'est organisé comme ça. Et bien sûr après, alors mon histoire et tout un tas d'autres histoires, à chaque fois que j'ai bougé, puisque j'ai bougé par des rencontres amoureuses, des ruptures amoureuses, enfin bon, après la vie ne s'arrête pas, j'ai toujours dû bouger en étant en satellite, en fait, selon l'expression d'une des alternantes, Sylvie, je crois, il faut systématiquement vivre en satellite. Sinon, on abandonne la résidence alternée. Ce qui était pour moi inenvisageable parce que je ne voyais pas pourquoi je ne verrais pas mon fils ou je ne l'élèverais pas autant que sa mère. Donc j'ai toujours bougé de façon à ce que ce soit accessible. Alors la question se pose sans doute un peu différemment en milieu rural, et puisqu'on parle d'espace et de géographie dans la librairie du genre urbain... Ou voire de changement de ville. Oui, ou de changement de ville. Mais même, on va commencer par le genre urbain. En fait, la résidence alternée, c'est un genre rural, et c'est pas un genre urbain. Alors, c'est pas encore dans le bouquin, parce que les stats sont sortis après la publication du livre, mais il y a 15% d'alternance en milieu rural, 10% en milieu urbain. Oui, alors j'aurais pensé, moi, naïvement, le contraire. Tout le monde dit exactement, et pense le contraire. Et quand on regarde alors, voilà, je fais la géographie très générale, et puis je reviens sur les changements de ville. Quand on regarde une carte de France et qu'on regarde la proportion de résidences alternées par rapport au nombre d'habitants, bien sûr, c'est pas le nombre absolu, sinon ça n'a pas de sens. On va voir par exemple, et alors je précise avant que c'est pas uniquement mon enquête, hein, c'est ceux qui travaillent sur les recensements et ceux qui travaillent sur les impôts trouvent la même chose, enfin sur les données fiscales. Paris et l'Île-de-France, c'est une zone blanche. Il y a très peu de résidences alternées à Paris en Île-de-France. Alors que vous, comme tout le monde passant dans cette librairie, par exemple, le genre urbain, va dire « Ah la résidence alternée, c'est Paris, c'est le 20e, c'est le 11e, c'est un truc de bobo, etc. » Mais pas du tout. Pas du tout. En proportion, il y en a plus. Dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, je regardais particulièrement les Pyrénées-Atlantiques, et de façon étonnante, et peut-être pas si étonnante que ça, on a beaucoup plus d'alternance. Donc, les lieux où il y a le plus d'alternance, c'est les banlieues des villes moyennes, en fait, en quelque sorte. Alors, donc, potentiellement, les lieux à déplacement automobile. Potentiellement un lieu à déplacement automobile. Alors, donc j'arrive sur les automobiles, bien sûr, et même encore plus en regardant sur le milieu rural. Oui, quand vous êtes en milieu rural, et là j'ai interrogé des personnes dans le Gers, par exemple, des parents séparés dans le Gers, qui tenaient, je ne vais plus me rappeler les prénoms, mais qui tenaient le bar du village, vraiment un village dans le Gers, pas très loin de chez Francis Cabrel. Pour donner comme ça, ceux qui connaissent le coin, ils iront voir. Et ils tenaient le bar. Bon, après ils se séparent, ils alternent avec 2 enfants. Ils lâchent d'abord, enfin il y en a un qui garde l'appart, enfin peu importe d'ailleurs dans quel sens, mais l'autre dit je peux pas vivre dans le même village parce que je vais le rencontrer tous les jours. Donc elle est allée se mettre à un village à 7-8 km, un village dans lequel évidemment on fait des trajets en voiture pour transporter les enfants, mais dans lequel on fait très attention à ce qu'il y ait des transports scolaires pour pouvoir aller au collège, au lycée, à l'école, tout ce qu'on veut là-dessus. Donc on est dans des... Oui, en fait, dans la résidence alternée, il faut trouver la question de trouver la bonne distance. On est vraiment dans la question géographique. Il faut trouver la bonne distance. Être assez près de l'école commune, puisque contrairement à ce que disait Françoise Dolto, il n'y a pas du tout 2 écoles. Enfin, ça n'a aucun sens. Personne n'a 2 écoles. Alors, bon, personne n'a 2 écoles.
Mais il faut être, oui, à proximité de l'école d'une façon ou d'une autre, mais alors on peut être plus ou moins loin. Et puis, il faut à la fois pas se croiser systématiquement à la boulangerie parce que là aussi, une des idées reçues, c'est que... La séparation n'a pas de sens. Voilà. Une des idées reçues sur la résidence alternée, c'est de dire ah ben, les alternants, ils s'entendent bien. Ou pour alterner, il faut bien s'entendre. Ben, les gens, ils se sont séparés. Enfin, comment on part ça ? C'est pas du tout pour essayer de je sais pas, enfin faire famille autrement. Non, les gens ils se séparent et ils essayent de trouver une solution. C'est comme ça que ça marche. Et ils n'ont pas envie de se croiser tous les jours, même si certains s'entendent bien, mais c'est pas la majorité dans ce que j'ai mesuré. Beaucoup s'entendent mal, voire s'envoient les affaires par l'ascenseur sans se croiser. Enfin bon, choses comme ça. Bon, j'arrive à quoi en termes de distance, puisque si on continue à parler de géographie, la moyenne, ça doit être 5 km de distance entre les habitations, donc évidemment pour toute la France. À Paris, c'est plus court, mais à Paris, on a vite fait, dès qu'on change de quartier, on change de boutique, enfin, on n'est plus obligé de se croiser. Et c'est en gros 12 minutes sur la France. Après, voilà, 12 minutes de distance entre les deux logements. Quel que soit le moyen de transport utilisé, puisqu'en temps, c'est plus parlant, évidemment. On va y venir. Voilà. Bon, voilà un peu les réponses sur le géographique. Oui, trouver la bonne distance et s'organiser. Alors là aussi, deux Parisiens avec des salaires moyens ou bas moyens, bah, ils vont forcément ailleurs. Je raconte souvent l'histoire d'un cousin que j'ai nommé Antoine, qui s'appelle pas Antoine, parce que tout le monde est anonymisé, qui est d'ailleurs en train de se séparer. Ils sont tous les deux à Paris, ils veulent une résidence alternée, ils n'ont absolument pas les moyens de prendre 2 apparts à Paris avec 2 filles. Ils se disent allez, viens avec moi à Tours, non, viens avec moi à Nantes, je sais pas comment ça va finir. Ça fait des années que ça dure. Et d'ailleurs, là aussi sur l'espace, ça fait 2 ans qu'ils vivent sous le même toit séparés. Living together apart, comme dit Claude Martin, enfin comme dit les sociologues, les séparer sous le même toit, qui est un phénomène là aussi, urbain, beaucoup plus urbain que rural, parce que le prix empêche de partir. Est terrible, ouais. Le prix empêche de partir. Enfin voilà un petit peu. Donc oui, alors avant de ma deuxième émission, je précise que tout ça est raconté par biais de sortes, je ne sais pas si le mot anecdote est daté, mais en tout cas de témoignages qui s'enchaînent avec des dialogues qui sont faits, et c'est assez dynamique. Alors autre élément évidemment, avant de regarder une sorte de longue conclusion lourde, parce qu'effectivement la question de la famille dite recomposée, c'est déjà une construction, mais c'est le rapport au temps. Et alors je vais mouiller, on a l'impression, la pression du temps quand on est urbain. Alors je ne sais pas s'il y a une différence, il faudrait poser la question quand on vit hors région Île-de-France. La région Île-de-France, c'est vraiment un cas à part sur ces questions, mais allez, je me jette à l'eau, on vit avec le chronomètre. Oui, on vit avec le chronomètre. Et d'ailleurs, certains premiers lecteurs qui sont sortis de ce livre m'ont dit mais en fait, on est dans un tel rythme qu'en quelque sorte, on se noie et qu'on dit heureusement que je vis pas ça. Oui, on vit avec un chronomètre. Et c'est tout le temps. Je l'ai pas, ou je les ai pas, les enfants. Faut que j'aille les chercher, faut que j'aille pas les chercher. C'est l'anniversaire, faut aller chez le médecin. Oui, c'est constamment... Il y a une présence constamment... C'est déjà le cas dans une famille dite non séparée, de vivre avec le chronomètre. Alors quand on est en résidence alternée, puisque c'est la thématique, là franchement c'est au millimètre près, au millième de seconde près. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. Et en fait, il faut avoir... je disais tout à l'heure, il faut vivre en satellite, et puis il faut avoir des emplois du temps en miroir. Il faut quand l'un ne peut pas, l'autre peut. Et il faut constamment s'organiser... pour organiser le temps de cette façon. Alors après, là aussi, il y a des organisations qui vont être différentes. Je parlais tout à l'heure de l'entente entre les parents. Et encore une fois, j'ai mesuré... la question a été, vous entendez-vous bien avec votre ex-conjoint ou le père de vos enfants, donc en alternance. Et je le disais tout à l'heure, on doit avoir 30-40 qui s'entendent bien. J'ai plus forcément les chiffres, de 25% moyennement, puis le reste, pas bien. Et la question de l'entente, en fait, est très importante par rapport à la gestion du temps. C'est-à-dire que le temps, oui, il flotte pas. Enfin bon, évidemment, c'est en fonction des activités des uns et des autres. C'est-à-dire que les parents qui s'entendent bien vont se rendre des services.
Par exemple, il y en a un qui a une réunion, il y a un instituteur, enfin un professeur des écoles qui a une réunion pédagogique, il téléphone à son ex-femme infirmière, tu peux pas me les garder ce soir, j'ai une réunion, je suis coincé, enfin c'était au début, voilà. Et ça peut être aussi des échanges de week-end, par exemple, en disant ce week-end, je sais pas, j'ai une réunion de famille, j'aimerais bien avoir les enfants alors que c'est pas mon week-end, donc on change. On parlera peut-être après de la fréquence en fait, hein, comment tout ça marche avec le temps. Et donc ils s'échangent le week-end, puis généralement ils rendent le week-end. C'est très maussien, Marcel Mauss, à savoir c'est don et contre-don. On ne vole pas du temps, c'est pas possible. Il faut systématiquement rendre. Mais ceux qui s'entendent mal, ils respectent à la lettre le jugement. Donc c'est à 6h le vendredi soir ou le dimanche ou comme on veut. Et puis pendant la semaine, il n'est pas question de compter sur l'autre, de lui demander. J'ai même eu des témoignages, alors que je ne mets pas dans le bouquin, de gens qui disent qui appellent la mère. Très généralement, on appelle la mère quand il y a par exemple un accident à l'école. On appelle la mère. Puis après, on appelle le père si la mère n'est pas disponible. Ça c'est une autre question. Mais et la mère disant voyez avec son père, moi c'est pas ma semaine. Alors, là aussi, c'est-à-dire que le temps, on partage des temps qu'on a avec enfants et du temps qu'on a sans enfants. Et le temps sans enfants est aussi un sanctuaire qu'on n'a pas envie de voir envahi par les enfants dont c'est à l'autre d'avoir la responsabilité. Alors, il y a un témoignage qui montre aussi à quel point c'est en cascade, où il y a certains niveaux de profondeur comme des strates. Alors, c'est très court, hein, je vais lire. Donc, Louise a 2 agendas. Un pour les affaires professionnelles, qui peut être sorti et vu de tous et sur lequel figure un tout petit point au début de chaque semaine avec les enfants. Et elle cite, entre guillemets, fait comme ça, personne ne voit que je suis en alternance. Et, entre guillemets, un agenda secret sur lequel j'ai tous les trucs des enfants. Enfin, celles et ceux qui partagent la semaine en 2, ayant des jours fixes avec et sans enfants, ne notent que les week-ends. Ils savent qu'ils auront toujours les lundis de libre, par exemple. Alors, ce qui est assez fascinant dans ce témoignage qui a l'air banal, c'est-à-dire que cette intégration du temps ne joue pas uniquement sur la réalité qui va prendre les enfants entre les 2 conjoints, c'est que ça a des conséquences sur la vie sociale, professionnelle en tant que telle, et même des représentations, je dirais jusqu'à en a masqué vis-à-vis de l'employeur, peut-être pas pour créer de problème, parce que peut-être il va s'imaginer que là, je vais avoir un employé à problème. Donc ce qui est intéressant dans cette petite phrase-là, c'est qu'on a toutes les strates des contraintes sociales qui fait que, je la fais court, être en résidence alternée peut être aussi un problème pour nos vies en général. Oui, c'est un problème. Alors, en particulier, oui, de ne pas avoir envie à montrer au reste du monde qu'on a alternance, puisque quand on regarde les agendas, j'ai demandé, montrez-moi votre agenda. Alors bon, le problème, c'est les agendas électroniques sur les iPhones ou je sais pas quoi, ça c'était plus compliqué, mais les gens zèbrent leurs agendas. Et très généralement, c'est une semaine, là aussi, on dira, enfin, la grande majorité, c'est ça, mais les exceptions sont intéressantes là-dessus. Effectivement, vous sortez votre agenda pour prendre un rendez-vous et vous voyez une semaine zébrée, une semaine pas zébrée, une semaine zébrée, une semaine pas zébrée, même en n'étant pas très au fait de l'alternance, et puis il y a écrit, je sais pas quoi, Hugo, enfin bon, ou le prénom de l'enfant, vous savez que les gens ont ce type de vie et n'ont pas forcément envie de le montrer. Oui, ça a des conséquences, bien sûr, ça a des conséquences très fortes sur l'organisation professionnelle, sur les gens qui ont des déplacements, sur les gens qui organisent des causeries littéraires en soirée. Quand est-ce que je peux y aller ou pas ? Et je me débrouille pour le faire les semaines paires quand je suis père, les semaines impaires quand je suis mère. Enfin là aussi, le jeu de l'homophonie, mais qui marche très très bien, hein, puisque toute petite anecdote, dans les comment ça s'appelle, les guides qu'utilisent les juges pré-remplis pour faire les décisions, il y a toujours écrit les semaines paires au père, les semaines impaires à la mère. Alors j'ai cherché pourquoi ils font ça. C'est à part l'homophonie, je vois pas d'autres raisons. Ça veut dire d'ailleurs, et je vais fermer la parenthèse après ça veut dire que quand les gens respectent les jugements, tous les pères sont alternants la même semaine et toutes les mères l'autre. Et donc ils se rencontrent jamais d'ailleurs. Des alternants rencontrent peu les. Alors évidemment, les gens respectent pas les jugements, transforment, mais ça c'est intéressant. Donc je m'éloigne un peu là-dessus, mais oui, les semaines paires-impaires, elles sont importantes. Et d'ailleurs, moi, je l'ai découvert qu'il existait des semaines paires-impaires en étant alternant. On me disait, oui, j'ai la semaine 8, la semaine 12, ou le contraire, et pas l'autre. Ce qui permet de prévoir, est-ce que je vais être libre, je sais pas, est-ce que le 8 septembre, vous savez, si vous regardez l'agenda, paire-impair, c'est père, donc je suis père, donc j'aurai mon fils, par exemple. Mais ça a un impact donc sur les déplacements, les rendez-vous.
Bien sûr, et j'ai là aussi rencontré deux cadres sup parisiens séparés qui bossent jusqu'à 9h, 10h du soir tout le temps, qui ont évidemment la même babysitter qui s'occupait des enfants et qui circulent entre les deux apparts, et qui sont organisés pour que leurs deux secrétaires organisent leurs emplois du temps et leurs déplacements en fonction de leur résidence alternée. Donc ça a un impact sur le travail, bien sûr. Plus d'autres qui disent j'ai dit à mon patron que les semaines machin je pouvais pas. Une journaliste qui me dit les semaines où j'ai pas les filles, non, ou les enfants plutôt, tout le monde sait très bien dans la boîte que je suis corvéable à merci, puisque l'autre fois je vais partir à 4h30 ou 5h. Donc ça crée évidemment des différences entre les semaines dans le travail, dans les activités, dans les rencontres. Et puis ça crée quand les gens font une semaine, c'est compliqué, quand ils ont des enfants petits, que c'est au début de la séparation, c'est compliqué de faire du badminton une fois par semaine, par exemple. Parce que vous allez faire une fois tous les 15 jours. Alors, je me suis toujours étonné de voir qu'il n'y ait pas plus d'organisation de clubs de foot ou de tout ce qu'on veut, de foot, non, bref, d'activités parentales tous les 15 jours. Voilà. Puisqu'il y aurait des clientèles, à mon avis. Et même si je dis qu'il n'y en a pas beaucoup à Paris, il y en a, vu la quantité de gens qu'il y a à Paris, il y a du monde, à Paris ou ailleurs. Et effectivement, quand les semaines sont séparées en deux, donc les gens font 3 jours chez l'un, 3 jours chez l'autre, déjà c'est beaucoup plus compliqué pour l'égalité parce qu'on ne peut pas partager 7 jours, il n'y a pas 7 nuits en 2, c'est pas possible, donc c'est toujours inégal. Les gens finissent par trouver la clé en fait pour partager vraiment en 2, avoir un week-end sur 2. Mais quand vous partagez le temps en 2, c'est 7% des gens, 88-90 font une semaine. Là aussi je pourrais revenir, mais quand vous partagez le temps en 2 par semaine, oui, vous savez que vous avez toujours les lundis de libre, toujours les mardis. Et là, vous continuez à faire du badminton. Il n'y a pas de problème. Ou à sortir. Parce que vous n'avez pas besoin de trouver ou vous rendre coupable. Déjà, j'ai pas beaucoup les enfants. Je peux pas non plus les laisser pour aller faire mon activité perso, alors que mes pauvres enfants, je les vois pas beaucoup, etc. Voilà. Donc, la semaine, quand les gens qui ont la semaine, c'est plus compliqué, mais c'est le plus répandu. Et c'est le plus répandu. Sans doute parce qu'on raisonne tous en semaine. Quand on réfléchit sur le temps au quotidien, notre grille de lecture est une grille de lecture hebdomadaire. Ça, c'est ce qui va organiser, rythmer notre vie quotidienne. Donc on pense en semaine. Dans une semaine, vous avez les 5 jours ouvrables et puis les 2 jours de week-end. Les gens qui alternent, ils veulent partager tous les temps, en fait, les temps d'activité et les temps de week-end. Et notamment pour les pères, ne pas se retrouver dans la situation des pères du week-end qui les ont que pour aller à Disneyland. Une fois sur 2 en ratant Disneyland d'ailleurs, tellement la pression est forte. Et donc ils veulent partager ça. Et puis, comme je le disais, ça, c'est la façon la plus facile de partager le temps en 2, c'est de faire une semaine. Et quand on demande aux gens, mais pourquoi vous faites une semaine ? Alors évidemment, ils disent, 3 jours, ça aurait été trop court, 15 jours c'est trop long, mais oui, enfin trop long et trop court de quoi ? Et je dis, je pense que je le redis dans le livre, si on était en période révolutionnaire, l'alternance serait de 10 jours, puisque la semaine, on était dans les décades, les 10 jours révolutionnaires, ou dans un autre type de calendrier, on fonctionnerait selon le calendrier qui organise la régularité. Et ça, c'est assez intéressant en termes de temps. Alors, les gens ayant l'impression que c'est le mieux en soi, en fait, de faire une semaine, mais c'est juste parce que le temps social, il est construit comme ça, et qu'on ferait autrement si on était dans notre système. Alors, on va finir par la dernière partie, évidemment. Alors, ça peut-être pour les auditeurs, ils auraient voulu qu'on démarre par ça, mais c'est un choix délibéré. Donc, c'est la question de la famille. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça se décompose, ça se recompose. Il y a énormément, en fait, c'est quasiment le fil rouge du livre, parce que ça revient, même si c'est séquencé avec ce rapport espace-temps et d'autres éléments, c'est quand même, ça revient en permanence. Et évidemment, la question fatale, évident, le bien des enfants. Je fais partie de cette catégorie qui ont mal vécu au début la résidence alternée, pensant que les enfants avaient besoin d'un point fixe, et que, en plus je voulais la garde. On va aller jusqu'au bout. Mais vous nous montrez que tout ça est bien plus compliqué et que des fois on pense à la place des enfants qui n'ont pas forcément les mêmes représentations. Alors on va commencer comme ça, c'est quand même très important. Donc la place des enfants dans la résidence alternée, est-ce qu'elle est différente d'une garde fixe ? Moi j'étais dans le point fixe et au final ça s'est fait comme ça et je m'y suis fait et puis c'est plutôt bien passé au final. Tout ce qui se joue, voilà. La place des enfants, est-ce qu'il y a une bonne place des enfants et une bonne temporalité et un bon espace quand les parents sont séparés ?
Alors, ça, c'est une question, évidemment, ça doit être mon premier chapitre, c'est pas trop dur pour les enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai pu parler avec différentes personnes dans différents milieux, je parle pas des universitaires, des chercheurs, la première question que posent les gens, c'est pas trop dur pour les enfants, l'alternance, comme si c'était une évidence qu'il y avait quelque chose de difficile. Dit, mais les adultes jamais ne vivraient ça, enfin, puis ça continue dans ce sens-là. Jamais, d'ailleurs, personne ne pose la question, et c'est pas trop dur pour les parents. D'où mon livre. Enfin, mon livre, c'est pour préciser, il est vraiment sur l'expérience parentale. Alors, bien sûr, les enfants arrivent, et je vais pas éluder la question, hein, j'arrive sur la question. La première chose peut-être qu'il faut dire, c'est que les enfants, que les parents qui se séparent, ils commencent à se demander, oui, qu'est-ce qui est le mieux pour les enfants ? Je vais raconter mon histoire personnelle, parce que là aussi, c'est pas anecdotique, ça fait vraiment partie de la recherche et ce qui m'a éclairé ou ouvert sur les questions. Je me suis séparé, mon fils avait 2 ans, donc tout petit. Vous ouvriez Internet à ce moment-là, c'était horrible, c'est comme lui arracher un bras, ça fait des schizophrènes, enfin bon, surtout qu'il est tout petit, pas avant 6 ans, des fois c'est 7, des fois c'est 8, au fond c'est pas trop, voilà. Et donc, avec mon ex-femme, je suis allé voir la pédiatre qu'on voyait pour mon fils. On y est allé sans mon fils en disant « Mais qu'est-ce qui est bien pour lui ?» Et elle m'a dit, ou elle nous a dit « Avant 6 ans, il faut qu'il vive chez sa mère. Et vous irez le voir de temps en temps. » Et peut-être... Et alors que moi, j'étais tout le temps avec lui. Je me levais la nuit autant que sa mère. J'ai des biberons autant. C'était absolument inconcevable de vivre ça. Et puis, à l'époque, étrange époque pour moi maintenant avec le recul, je faisais une psychanalyse, et la psychanalyse, quand je lui en ai parlé, finalement, je vais dire les choses comme ça, c'est une psychanalyse qui m'a sauvé d'une pédiatre, qui m'a dit, mais ce regard-là, c'est un regard des années 50, appuyé sur des textes complètement datés, de psychologues d'obédience psychanalytique de façon très forte, où on calque le modèle de la mère est l'attachement principal de l'enfant, et puis le père est un séparateur un peu loin qui lui apprend à faire, je sais pas quoi, à se séparer de sa mère, point final. Bon, il y a tout un tas d'autres théories qui envisagent d'autres approches, mais même appuyées dans la psychanalyse. Pensons à Serge Effès, par exemple, qui va beaucoup discuter, travailler de la question de l'alternance et de l'importance de la relation avec les pères, les pères et les mères pour les enfants petits, avec l'idée qu'il y a une confusion, sans doute, entre la stabilité géographique et la stabilité affective. De voir ses parents très régulièrement, alors peut-être pour les petits, il faut les voir plus souvent. Moi, c'était 2 ans, je me rappelle quand... On faisait une semaine, certes, mais tous les mercredis, il allait chez l'autre, ce qui permettait que ce soit pas trop long, mais de garder quand même notre espace à chacun. Donc, voilà, une confusion entre... et ça, c'est les psychologues du développement qui m'ont dit ça, entre la stabilité affective et la stabilité géographique. Vous pouvez avoir une stabilité géographique, les enfants vivent chez la mère, 70% des cas, ou chez le père, comme Xavier vouliez le faire. Mais j'étais pas loin. Moi, je me suis pas autorisé à me permettre de me dire que j'aurais bien voulu l'avoir tout le temps. En me disant, on partage. Et c'est plutôt sa mère qui dit... Ah, mais comment je vais faire avec mon fils, en fait ? Parce que là aussi, on a des représentations, les pères veulent, les mères veulent, c'est parfois beaucoup plus complexe que ça. Et j'en ai perdu le fil. Non, donc l'idée que c'est pas bon pour les enfants. Ce côté un peu genre je prends ma valise à roulettes. D'ailleurs, c'est un chapitre. Hein, oui. Ils partent chacun les autres et que cette instabilité, en tout cas au premier abord, peut être compliqué pour eux. Et dans le livre, vous montrez qu'effectivement, oui et non. En fait, il n'y a pas de généralité et qu'au final, ça se passe ni plus mal, ni meilleur, ni mieux. Alors, j'étais sur la stabilité, spatiale et affective. Voilà. La stabilité spatiale, là aussi, voyons les enfants qui vivent à plein temps chez leur mère, en voyant leur père une fois de temps en temps... et dans 40% des cas, quelques années après, le père disparaît complètement. Est-ce qu'il y a une stabilité affective ? Enfin, elle est où la stabilité là ? Et ça, on ne se pose pas particulièrement la question. Ça paraît une évidence d'attacher les enfants à leur mère, ou à leur père, quand la mère est incompétente. Il faut vraiment qu'elle soit incompétente. Ça, il y a tout un tas de travaux, d'ailleurs, de justice sur la façon dont sont argumentées les demandes de résidence chez l'un ou chez l'autre.
Donc, non, je vais dire juste là par rapport aux enfants. Donc, franchement, c'est toujours le premier réflexe qu'on a. Qu'est-ce qui va être bon pour les enfants pour finir sous cette thématique-là. Et quand on écoute les témoignages, la façon dont vous construisez la narration, il est clair que, je remartèle un peu, mais on est... Ça, c'est mon avis, mais je trouve qu'on est un peu plus dans le flou. Et en tout cas, ça martèle et ça expose même un certain nombre de certitudes. Oui, alors voilà, je reviens sur deux choses. Oui, tous les parents, je disais, vont voir comment ça marche. Alors je disais, dans les années, moi je me suis séparé en 2003. Dans 2003, vous regardiez Internet, c'était vraiment que l'horreur, avec le livre noir de la garde alternée, c'était un peu plus tard, mais enfin, la Kalachnikov sur l'horreur, la résidence alternée, c'est l'horreur, pour les enfants, on parle jamais une phrase sur les parents. Et en fait, quand on regarde maintenant sur Internet, taper résidence alternée, vous allez voir, c'est comment le mieux organiser possible, est-ce qu'il faut un emploi du temps, enfin, c'est beaucoup plus positif, on essaye de donner les gens ou différentes personnes essayent de donner des clés. Après, une chose très intéressante que je viens de voir, sur laquelle je travaille un petit peu d'ailleurs sur d'autres statistiques, mais il y a des articles publiés là aussi au mois de janvier 21, donc vraiment très récemment. INSEE, INED, enfin des gens très sérieux sur la manipulation des statistiques, qui ont mesuré l'effet du confinement, du premier confinement, donc tout le monde à la maison, sur les enfants de parents unis, les enfants de parents en résidence alternée et les enfants de parents chez un seul de leurs parents, monoparental. Bon, qui se porte le mieux d'après vous ? Qui se porte le mieux la question n'est pas, c'est pas le quiz. Hein. Non, je donne tout de suite la réponse. En fait, la réponse c'est les enfants en résidence alternée ont beaucoup mieux vécu et dorment beaucoup mieux et ont beaucoup moins stressé que les autres enfants, même que ceux qui étaient chez leurs deux parents. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que eux bougent. Alors que pendant la période de confinement, tout le monde était coincé sous la chape de plomb là, du virus. Les deux parents coincés avec leurs deux enfants, sans plus aucun espace pour en sortir, en s'énervant quand ils regardent ou les collants devant la télé, enfin bon, comme on a tous fait, hein, comme on a pu. Alors que l'alternance, vous savez que vous en avez pour 8 jours, et ça c'est vrai en dehors du confinement. Donc, pour la plupart des cas, bien sûr, on va trouver des contre-exemples, bien évidemment. Mais les parents qui reçoivent leurs enfants dans le confinement, ils savent que c'est 7 jours, et qu'après, ils retournent chez l'autre. Donc, ils ont la patience, le temps, l'envie et ils savent qu'ils ont ensuite 8 jours pour souffler. Alors bon, pendant le confinement, on souffle comme on peut. Mais ça, c'est des résultats très intéressants qui continuent à être développés à partir de grandes enquêtes épidémiologiques faites aussi par l'INSERM, des gens comme ça, pour montrer, mais même au-delà de l'alternance, il y a des articles suédois disant que les enfants en résidence alternée ont moins de stress, parfois, que les enfants qui vivent chez leurs deux parents. Ils n'assistent pas non plus à des bagarres, enfin, les choses sont claires, sont simples, et puis ils bougent, voilà. Bon, alors, il ne faut pas en faire une image idyllique non plus, mais ces résultats sont intéressants pour sortir des représentations les plus logiques, sachant que la plupart du temps, on ne va pas comparer les enfants de parents séparés aux enfants de parents non séparés. On les compare toujours. Alors les alternants, est-ce qu'ils vont mieux, pas mieux que ceux qui vivent que chez leur mère, par exemple ? Et c'est rarement on pose la question de ceux qui vivent chez leurs deux parents. Alors il y a une sociologue américaine qui s'appelle Kathleen Gerson, je dois la citer, et que je trouve toujours très intéressante, ça m'avait surpris parce que je n'avais jamais lu ça avant, qui certes posait la question aux enfants de parents séparés, est-ce qu'ils auraient voulu que leurs parents restent ensemble ? 50% disent oui, les autres, ils voient bien qu'il n'y a rien à faire. Et elle pose la question aux enfants de parents non séparés, s'ils auraient voulu que leurs parents se séparent, et la moitié disent oui, on aurait voulu qu'ils se séparent. Donc tout ça pour dire que attention à ne pas considérer, puisqu'on parle de famille, que la famille, le père, la mère, les enfants sous le même toit, c'est une espèce d'idéal dans lequel tout le monde va bien. Enfin, je ne parle pas d'inceste, de violence, etc., bien sûr. Non. Et alors, vous me tendez la perche, justement, sur l'idée-là, parce qu'évidemment, évidemment, c'est une sorte de dialectique un peu facile. Hein. Je n'ai aucun côté hegélien pour maîtriser la dialectique, lapsus révélateur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se joue aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'effectivement, tout d'un coup, un des deux parents, donc les deux parents, techniquement, ont du temps. Et ce temps-là,
vous montrer que tout d'un coup, même si certains ont du mal, j'en ai fait partie, à l'apprivoiser, parce qu'au début, je vivais avec le chronomètre, c'est-à-dire que quand ils étaient là, il fallait tout pour eux, et quand ils n'étaient pas là, j'anticipais leur arrivée. C'était un côté un peu pathétique. Et j'ai retrouvé d'ailleurs des témoignages pardonnez-moi, qui illustrent cette situation. Mais effectivement, il y a une recomposition du temps. Donc ça, c'est intéressant. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Et puis après, effectivement, c'est pas qu'un problème de résidence alternée, se joue la recomposition familiale. En tout cas, une chose est sûre, et c'est ma question générale, c'est que tout d'un coup, on voit par le biais de ce prisme-là, qui semble minoritaire statistiquement, une recomposition, voire même, je vais même aller plus loin, un champ des possibles de la famille dans sa vision large. Est-ce que j'exagère en disant ça ? Non, je crois qu'il y a une forme de réinvention de la famille. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on appelle ça une famille séparée ? Du point de vue des enfants, c'est une famille. Il y a le père, la mère, et on bouge d'un côté, on a une famille... je sais pas, biparentale, bifocale, on va dire. Les sociologues vont dire bifocale. Il y a famille. Là aussi, les derniers bouquins publiés au niveau européen, c'est par les démographes sur la shared physical custody, comme on dit en anglais américain. Il y a tout un chapitre, c'est un bouquin qui sort là en ce moment à Londres. Il y a tout un chapitre sur la résidence alternée, une nouvelle forme de famille. Donc oui, on peut c'était très intéressant ce que vous disiez sur est-ce que c'est famille, où est la famille, quelles sont les tensions de la famille. Alors, dans aucun bouquin de sociaux, vous trouverez la famille. C'est toujours les familles, les formes de famille. Mais même dans le droit, il n'y a pas la famille. Il y a les pères, il y a les mères, il y a les filiations. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est sans doute une nouvelle forme de famille. Alors, forme de famille séparée qui laisse... par rapport à la famille unie et la famille monoparentale, principalement féminine. Dite nucléaire. Voilà, ou en tout cas la famille nucléaire et la famille monoparentale, donc avec les enfants tout le temps. En fait, la situation dans ces deux cas-là, c'est que les enfants sont tout le temps avec les parents. Mais là, alors j'allais dire, moi, des fois, j'en rêve encore le vendredi soir, parce que maintenant, j'ai de nouveaux enfants, une nouvelle compagne, etc. Mais des époques où je savais que le vendredi soir arrivait, que mon fils s'en allait, et que j'avais 8 jours pour moi. Alors, pour aller travailler... Ça se voit pas, mais je fais oui de la tête. Voilà. Pour aller, je sais pas, travailler, pour aller draguer, pour aller, je sais pas, nager, faire du sport, voilà. Et que j'avais 8 jours devant moi, 8 jours sans pression, 8 jours sans chronomètre qui tourne, de lâchage. Bien sûr, avec toujours cette idée que on prévoit qu'il va revenir, qu'il faudra laver les draps, qu'il faut que le frigo soit plein le vendredi soir, parce que moi je changerai le vendredi soir. Donc il y a toujours le temps qui marche comme ça. Mais il y a des espaces de vie personnelle en fait qui sont conquis de nouveau par rapport à des périodes où les gens vivent en couple avec des enfants, où il y a très peu d'espace personnel pour soi. Parce que si vous partez 4 jours, l'autre a peur que vous fassiez n'importe quoi, qu'avec qui vous allez coucher, enfin n'importe quoi. C'est des choses beaucoup plus compliquées. Alors que là, la question se pose pas. Et vous récupérez du temps pour soi. Et alors j'ai relu avec plaisir Une chambre à soi de Virginia Woolf, où on a vraiment cette idée-là. Alors évidemment pour les femmes, en particulier pour les femmes, de dire parce que même si très souvent dans la résidence alternée, c'est plutôt des parents qui déjà partageaient les tâches, étaient d'accord sur le fait d'avoir les enfants, donc les pères étaient la plupart du temps impliqués. Mais les mères ont un poids, là aussi traditionnel, beaucoup plus lourd sur les épaules en termes de s'occuper des enfants, etc. Donc quand la découverte de la résidence alternée, c'est vraiment la découverte d'une semaine pour soi, plus d'une chambre à soi, mais d'une semaine pour soi, c'est-à-dire d'une semaine où on fait quelque chose qui est au départ difficile à conquérir parce que les enfants manquent, parce que c'est difficile, c'est vrai aussi pour les hommes, hein. Et puis petit à petit les gens trouvent leur marque, et puis ils me disent très vite au bout d'un an, quand j'ai essayé de voir mais combien de temps ça dure en fait la difficulté avec ces semaines vides, au bout d'un an les gens disent là je suis aussi content quand ils arrivent que quand ils partent, puisque je sais que je vais avoir plein de choses à faire, et on construit des bouts de vie, enfin d'autres bouts de vie. Alors pour illustrer ce que vous dites, vous résumez ça de façon très efficace, hein, un peu dans l'épilogue du livre. Vous dites « Toutes et tous se sont réinventés, comme ils ont pu, souvent surpris par les nouveaux espaces que la séparation conjugale avait ouverts. Sans mon divorce, je me serais
bien évidemment jamais lancés dans ce travail de recherche au long cours, donc ça c'est vous qui parlez. D'autres vont vers la peinture, d'autres vers la musique, et effectivement, le paradoxe de la situation, et ça sera entre guillemets ma dernière question parce qu'on doit conclure, c'est qu'effectivement d'un côté il y a une réinvention qu'on ne soupçonnait pas, qu'au début, en tout cas pour ma part, je vivais avec une certaine culpabilité d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'autorisait à faire ça, entre guillemets. Et au fil du temps, c'est vrai que j'y ai forcément pris goût. Donc moi aussi, j'ai refait une famille, refait des enfants. Et j'ai un peu de regret, vivement que ma femme n'écoute pas ce podcast, sur la question. Mais en tout cas, pour revenir à ce que vous disiez, c'était vraiment... je radote un peu, mais... ça renvoie en tout cas à d'autres visions de la famille. On se doute, si on réfléchit un peu, il n'y a pas besoin d'être sociologue de comprendre que la famille c'est quelque chose de divers, mais malgré tout on a encore le logiciel de la famille nucléaire pour faire court, et que quand on brise ça, on brise quelque chose entre guillemets. Mais effectivement comme je dirais, quand on est pris on apprend en faisant sur ces questions-là, on voit bien que le jeu se recompose, qu'on fait globalement rien de mal, peut-être des fois, mais au final, voyons, partons de cette positivité, et surtout, effectivement, ça donne des réinterprétations en tant que telles, et ça sera ma question finale. On s'aperçoit, en tout cas pour mon cas, alors je ne veux pas faire une généralité, que j'ai l'impression que ça fait du bien à mes enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans les entretiens quand tout d'un coup les parents se sont stabilisés sur la raison alternée, quel que soit leur conflit en amont, mais que les choses tournent, que ça peut faire aussi, soyons modestes, du bien aux enfants? Oui, ça peut faire du bien, mais là aussi, est-ce que la famille nucléaire fait... Enfin, ça semble c'est clair. Dans votre question, il semble que la famille nucléaire fasse évidemment du bien aux enfants. Enfin, regardons toutes les névroses créées par les familles qui vivent sous le même toit, même non confinées. De la rentrée littéraire du début. Même non confinées, oui. Du côté des Kouchner, voilà. D'accord, la famille... d'ailleurs, c'est recomposé dans ce cas. Enfin bon, n'allons pas là-dessus. Mais... j'allais dire autant, aussi peu, d'une autre façon que les enfants. Après, je vais préciser... Vous êtes en train de me dire que je me suis pris à mon propre piège dans ma question, et vous avez raison. je vais préciser bien sûr que ce que disent les parents... Encore une fois, j'ai interrogé les parents, je ne parle pas pour les enfants, je n'ai pas interrogé les enfants. D'autres le font très bien, sont en train de le faire. La question... les parents disent, depuis que je me suis séparé, certains même vont dire, je me suis enfin découvert parent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à gérer le couple. Évidemment, je répète, les gens qui sont en alternance se sont séparés, donc s'entendaient pas, suffisamment pas pour s'en aller. C'est pas des gens qui disent, allez hop, on va faire une semaine sur deux. C'est pas comme ça que ça marche. Ils sont séparés. Et donc, là aussi, j'ai eu pas mal d'exemples. Alors maintenant que j'ai pu gérer les trucs de couple, je suis vraiment moi. Mes enfants voient la personne que je suis, et non pas la mère dans un couple avec le père qui a sa fonction, la mère qui a sa fonction. Je suis moi. Et donc, je sors de mon rôle de genre traditionnel, on va dire, même si des collègues ne seraient pas d'accord, évidemment, avec cette phrase-là, vous en doutez. Et je découvre ce que j'ai envie d'être, ce que je peux être comme parent sans le couple. Et ça, c'est une forme d'invention de la parentalité ou de la famille que je trouve, et que j'ai vécu comme quelque chose d'absolument exceptionnel, et qui est très très peu accessible aux parents qui ont des enfants, qui sont pas séparés avec des enfants. Et il faudrait les encourager, ou s'encourager nous-mêmes, puisqu'on est dans le même cas là-dessus, à prendre 8 jours avec les enfants en laissant l'autre tranquille, et réciproquement, pour découvrir des espaces qu'on ne trouve pas, chacun ayant sa position dans la famille traditionnelle, si on veut. Ça, c'est important. Moi, j'ai une mère qui me dit depuis que je suis en résidence alternée, je les emmène plus jamais en camping, je les emmène plus jamais à la montagne, j'ai toujours détesté ça. Elle faisait ça évidemment dans son couple, parce qu'il faut faire des compromis dans le couple, toujours. Et j'en ai un autre, un homme qui n'est pas du même couple, qui me dit: enfin, depuis qu'on n'est plus ensemble, je peux les amener faire des 3000 dans les Pyrénées, leur apprendre le truc à la dure, j'adore. Avec elle, elle détestait le camping, c'était pas la peine d'y aller. Et donc, en fait, les enfants découvrent des espaces de non-compromis dans la parentalité. Bon, après, on peut compliquer, on va peut-être pas le faire parce qu'on va pas avoir le temps. On peut recompliquer avec les recompositions et les circulations que ça génère. Voilà, mais c'est pas le sujet. Non, mais effectivement...
si on doit avoir une conclusion positiviste et positive tout court d'ailleurs, il n'y a pas de méthode Coué sur ces questions, effectivement, on a un champ qui s'ouvre dans un rapport parent-enfant qu'on ne soupçonnait pas, en tout cas moi personnellement je ne soupçonnais pas, et effectivement on joue un autre rôle. Je ne dis pas qu'on joue moins un rôle, mais on joue un autre rôle. Alors ça sera ma dernière question. Évidemment c'est un peu une planche savonneuse que je vais vous balancer, mais quand on finit votre livre, au final on se dit mais franchement, comment on peut oser parler de famille, je dirais de façon standardisée, quand on voit la diversité des témoignages qui sont en face de nous, en tout cas à la lecture. Et puis surtout, ma question, elle est là. C'est-à-dire que comment on peut maintenant, c'est pas votre sujet évidemment, mais c'est ce qui m'est venu à la figure en termes d'organisation de la société, comment le législateur, mais même on va dire le sens commun ou la contrainte sociale, pour être durkheimien, voilà, la contrainte sociale qui a organisé la famille pendant tant de siècles, là on a l'impression qu'on est dans un champ ouvert qui peut faire peur, qui peut inquiéter, mais en tout cas presque un changement de paradigme. Voilà, est-ce que je me trompe en disant que cette agrégation de diversité d'organisation familiale et je dirais d'éducation en faisant, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre en faisant, enfin, il y a un truc un peu atomisé, pour faire court. Comment vous voyez-vous la recomposition et de faire société avec cette diversité familiale ? Alors je vais partir sur Godelier, sur les métamorphoses de la parenté, où Godelier dit « la famille n'a jamais été la cellule de base de la société ». Enfin, c'est tout l'inverse d'Emmanuel Todd. Ce qui construit les sociétés, c'est les religions à une époque, les croyances communes, les citoyennetés ensemble. C'est pas les familles et les cellules souches familiales. Quelqu'un comme Emmanuel Todd qui a bâti tout son modèle sur 5000 ans de construction de la famille, vous balayez ça. Oui, je vais vite. Mais je pense que Godelier, là aussi, joue à essayer de démonter cette idée très leplésienne, puisque nous commençons à citer, de la famille cellule souche, où l'idée contienne, vous parlez de positivisme, la famille c'est la cellule de base de la société, qui est d'ailleurs tous les milieux les plus traditionnels, parlant de Fillon, vont revendiquer systématiquement la famille comme la cellule la plus... la cellule vivante qu'il faut absolument défendre envers et contre tout. C'est même la clé de réussite d'un président américain pour se faire élire. Voilà, tout à fait. Et en fait, par rapport à la question qui est beaucoup plus large et qui est effectivement très intéressante, comment on fait société en défaisant les familles, enfin aussi je la traduis un peu comme ça, je pense pas que la famille, parce que ça peut sous-entendre la question que vous posez, que qu'il faut des familles ou bien comprendre les familles pour comprendre les sociétés. Non, j'en suis pas sûr. Alors j'entends bien le travail de Todd, etc. Sur les démographies. Dans l'organisation sociétale, ça fait partie d'un pilier énorme. Oui, mais bien sûr. Mais un pilier énorme qui est constamment élastique, où je dis à la fin en accordéon. Enfin, tout le monde joue de l'accordéon. Une fois on est avec, une fois on est sans, une fois on est avec l'autre. Je raconte aussi l'histoire de mes... de mes oncles et tantes qui reçoivent maintenant le nouveau copain de l'ex de leur fils en disant il est vraiment sympa, enfin voilà. C'est pas, alors même Singly dit ça, c'est pas, le divorce c'est pas dramatique. Enfin, faut arrêter de considérer que le divorce est quelque chose de dramatique. C'est un événement de la vie comme d'autres, et pour un certain nombre de gens, alors là non plus je veux pas dire divorçons, mais ça ouvre des espaces qui sont insoupçonnés pour beaucoup de gens, et ça libère un certain nombre de gens de contraintes lourdes. Voilà. Donc, en conclusion, pour dire la flexibilité, flexibilité, mouvements familiaux, ça va pas s'arrêter. Ça sert à rien d'être contre le divorce, ça n'a pas de sens, me semble-t-il. Pour Monsieur Fillon, ça n'a pas de sens. On est dans un monde dans lequel les choses bougent, changent constamment. On le bloquera pas. Ce qu'il faut travailler, alors oui, dans la résidence alternée par exemple, c'est d'avoir des aides au logement par exemple pour pouvoir loger tout le monde, ou de construire du côté des architectes des maisons comme le film L'amour flou, dans lesquels il y a une porte au milieu dans laquelle vous pouvez passer d'un côté de l'autre. En fait, ça amène sur des questions architecturales et urbanistiques, bien sûr, à la fin.
Bien, écoutez, on va rester sur cette conclusion ouverte qui donne toujours des perspectives, en tout cas de travail de recherche sur ces questions. Je rappelle le titre du livre, donc c'est Une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent. C'est de vous, Benoît Hachet, et c'est Auditions Les Arènes, un livre qui est toujours disponible, évidemment au genre urbain, mais dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Un grand merci Xavier, un grand merci au genre urbain. Les causeries urbaines dans le Poste.